Bonjour et bienvenue sur SFR News, troisième vidéo sur cette journée de l'aquaculture. Donc je suis avec Alain Dudet. Merci Alain d'être là. Merci, vous nous recevoir. Hein, ouais. Peux-tu te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, les deux du fond là-bas, je vois que tu n'as pas suivi les autres vidéos. Oui. Eh bien, écoutez, donc Alain Dudet, je suis l'ancien co-gérant de Lotin Production, qui était une société française qui produisait des poissons d'ornement. J'ai travaillé avant une dizaine d'années pour l'université de Montpellier pour les formations en aquaculture. D'accord. Donc on va faire de l'écologie, de l'aquaculture ornementale avec toi, donc, puisque tu es la mémoire vivante un peu de ce domaine. C'est ça, ouais. Peux-tu nous conter brièvement le démarrage de l'aquaculture ornementale en France? Alors l'aquaculture ornementale, en fait, elle a commencé assez tôt, en fait, dans les années 60. Il y a déjà eu des résultats de reproduction assez faibles, mais c'était déjà des premiers résultats. Sur quelles espèces Sur Amphiprion cellaris. Ouais, ok. Voilà. Ils ont commencé par celui-là, puisque ça paraissait être l'espèce la plus facile. Ok. En fait. Et donc, dans les années 60, première repro. Après, les aquariums publics ont continué sur la lancée, et notamment avec Nancy et M. Tervert, qui avaient fait des publications qui étaient intéressantes d'ailleurs. Ça a servi de base en publication scientifique? Alors ça a servi de base au moins pour les comment ça s'appelle, les amateurs, et puis okay. pour les professionnels aussi un peu. D'accord. Après, on va directement passer quand même jusqu'aux années 80, entre 80 et 90, il y avait un éleveur sur Perpignan. Il ne s'est rien passé, honnêtement, entre 60 et 80 Entre 60 et 60, et entre, on va dire 70, 75 et 80, ouais. Fin 80, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y avait Amphiprion était maîtrisé, c'était tout quoi. Voilà, et encore maîtrisé. Ouais, vite fait. Voilà, vite fait. Hein. Les taux de survie étaient faibles, et bon, on sortait des poissons, mais on n'en sortait pas beaucoup. Et du coup, toi, tu as commencé quand officiellement l'élevage? Alors, moi, j'ai commencé en 2005. Lotin de production, c'est 2005-2012. Okay. Voilà. Et quand tu es arrivé, donc, du coup, vous avez monté votre structure. Du coup, il a fallu donc mettre tout en place, l'infrastructure, la production d'eau et tout ça. Ouais. Et c'était quoi les vraies difficultés, les vrais défis de mettre ça en place? Alors, le vrai défi, ça a été déjà de trouver un endroit où on pouvait s'installer. Sur le pourtour méditerranéen, parce que l'idée de base c'était de dire on va se mettre en Méditerranée parce qu'il fait chaud. Oui. Alors ce qui est pas forcément une bonne idée, parce qu'en fait il fait chaud en été, mais il fait très froid en hiver aussi. Oui, donc tout ça. Voilà, donc en fait on a des gros écarts thermiques, et si j'avais à remonter une boîte, je la monterais peut-être pas forcément en Méditerranée, ou au moins pas sur notre pourtour de bassin. Ouais. De bassin. Voilà. Et après donc trouver des financements aussi. Oui, ça, voilà, en France. Toujours compliqué de trouver de l'argent dans les projets innovants. Voilà, on aurait fait de la vigne, on a été subventionné de suite. Là, du poisson d'ornement, pour donner un ordre d'idée, dépôt du dossier à la DDA en août. En décembre, ils nous appellent pour nous dire qu'ils vont faire une réunion pour savoir s'ils vont étudier notre dossier. L'administration française. Voilà. Et on a eu une réponse positive en juin de l'année suivante. Donc 10 mois pour avoir une réponse. D'accord. Voilà. Donc après ça a été vite. Hein. On avait trouvé des locaux, on a tout monté nous-mêmes, hein. On a tout fabriqué nous-mêmes. On a rentré, donc on a eu le bail en mai, et on a rentré les premiers poissons en octobre. Tu me disais qu'au début vous étiez parti sur un modèle de structure plutôt club aquariophile quelque part, avec alors pas club, mais plutôt des systèmes de batterie, des trucs un peu classiques. Ouais, alors oui, on est parti sur des systèmes où en fait on travaillait en palox pour tout ce qui est élevage. Les palox, c'est les pallet box, hein, les gros cubes en plastique. Là. Ouais. Les géniteurs, on avait une structure en bois sur laquelle étaient posés les aquariums, qui étaient en fait des curvaires en plastique. Et on élevait nos poissons en palox. D'accord. Voilà. Et on avait une centaine de couples de géniteurs. Ok. Tu m'as dit qu'aussi vous avez pris beaucoup de l'aquaculture à consommation, tout ce qui est poisson pour la consommation humaine. Alors pour revenir sur l'historique, en fait ça démarre vraiment dans les années 2000, où là il y a plein de sociétés qui se mettent en place, hein, quand même, plein. Elles se mettent en place au moins 5. Voilà, au moins 5. Hein. Donc il y a eu Lotin de production, il y a eu l'écurie marine, il y a eu Ecorif, il y a maintenant donc au cœur du poisson et Mer, et toutes ces sociétés-là se sont mis après 2000 parce que
en fait, elles utilisent les techniques qui sont utilisées en aquaculture traditionnelle et qui reprennent les travaux de Divanac qui avaient été faits dans les années 80 en fait. Donc Divanac et Cantouri ont travaillé sur tout ce qui était mésocosme et élevage larvaire, des sards, des dorades, des loups. Donc forcément ça ouvrait la voie à toutes les autres espèces. Ça ouvrait la voie à toutes les autres espèces. Voilà. Tu me disais qu'il y avait une raison, alors au-delà de l'aspect financier, parce que c'était trop tôt à l'époque, voilà, c'est pas d'être toujours le premier et d'être trop en avance, mais qu'il y avait une raison biologique aussi de l'échec aussi. Tu me disais que c'était lié par rapport aux proies principalement. Donc en fait, on a suivi l'évolution de l'aquaculture. Et donc à l'époque, comme on faisait beaucoup de dorades et sards, et dorades et loups, en fait, la dorade et le loup, ça s'élève avec du rotifère et des artémias. Mais on s'aperçoit assez rapidement que les rotifères, c'est trop gros comme proie vivante pour un grand nombre d'espèces. Et donc nous, les 27 espèces qu'on a fait, en fait, ce sont des espèces qui consomment qui sont suffisamment grosses, dont la larve est suffisamment grosse pour consommer du rotifère dès la naissance. Alors on a lancé quelques mésocosmes, on a fait des espèces que personne n'avait fait, les aïmulons, les plectorhynchus, à l'époque les platax aussi. Là, en utilisant les ressources de l'étang de Thau, en allant à la pêche au copépode. Mais à l'époque, on n'avait pas ce qu'il y a maintenant, c'est-à-dire les céphides, les copépodes sous forme d'œufs. C'est sûr que si on les avait eus à l'époque, on aurait pu faire un bond. Oui, parce que tu me disais que vous avez fait pas mal d'essais d'espèces, notamment sur les anges, et que vous avez échoué parce qu'il vous manquait les étapes, justement certaines étapes. Ouais, c'est ça. On a eu sur les anges, notamment sur tout ce qui est centropige, on voyait très bien les larves de centropige. Alors suivent les rotifères, elles le suivent, mais jamais elles déclenchent l'attaque. Oui. Alors que sur un copépode, elle déclenchait l'attaque, même si le copépode était trop gros pour elle. Parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que la qualité alimentaire et la taille du rotifère, mais il y a aussi sa nage. C'est-à-dire que la nage du rotifère, elle est très continue, alors que la nage du copépode, une oblique copépode, elle est saccadée. Et ça, c'est attractif pour la larve. Ça déclenche la chasse. L'instinct de chasse. Par rapport à tout ce qui s'est passé du coup depuis que vous avez fermé l'OTAN, quelle est ta vision de l'aquaculture, on va dire moderne, parce que comparativement vu que le bond qui a été fait en quelques années, quelle est ta vision sur tout ce qui se passe en ce moment? Alors c'est une vision qui est plutôt positive. Je pense qu'on va pouvoir arriver à faire beaucoup d'espèces. Déjà toutes les espèces que nous on a fait, on peut continuer à les faire. Plus maintenant, il y a toutes les autres espèces qui peuvent être tout ce qui est les paumes acanthidées, ça c'est acquis, on peut les produire. Maintenant, il reste du travail à faire surtout tout ce qui va être la famille des chirurgiens et tout ce qui est les chaetodons, toutes ces espèces-là. Bon, même si les chaetodons, d'un point de vue commercial, c'est peut-être pas forcément l'espèce la plus attractive. Mais faut trouver un équilibre entre ce qui est attractif commercialement et aussi les temps d'élevage, et puis se faire plaisir aussi en tant qu'éleveur, parce qu'il y a des espèces qu'on a envie de réussir à titre personnel, parce que c'est un défi, se dire tiens, j'ai réussi celle-là, je suis le premier quoi. C'est un peu laisser son nom dans l'histoire. Enfin, c'est ma vision des choses, mais après il faut pas se bloquer. Non. Il faut essayer. Nous, les 5 Europus, quand on a fait les 5 Europus, on se disait bon, on va essayer, on va voir, et puis en fait, on s'est aperçu que c'était faisable et que ça se faisait même pas facilement, mais ça se fait quoi. Voilà. Alors, il faut pas se mettre de frein. C'est ça, c'est qu'il faut essayer. C'est la culture de l'échec, ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Philippe. C'est que cette culture de l'échec, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que ça peut décourager, mais c'est aussi un atout, c'est-à-dire c'est d'essayer de comprendre par rapport aux échecs ce qui est faisable et pas faisable et pourquoi on a échoué quoi. Ce qui est très important, c'est d'essayer. Et si on sort 4-5 larves, c'est déjà une réussite. Je vais donner un ordre d'idée. Il y a 2 ans, on a fait du Monodactylus. C'était la première fois où on en a sorti 25. L'année suivante, on en a sorti 250. Voilà. Tu fais un premier larvaire, tu comprends comment fonctionnent les larves, et le deuxième larvaire, normalement, il est toujours meilleur que le premier. Et pour ça, il faut le suivre. Oui, mais ça, il faut. Voilà. C'est-à-dire, en fait, il faut prendre les paramètres, il faut être dessus, il faut regarder comment ça fonctionne. Alors, et ça demande du temps. Tu as un grand avantage, c'est que tu es passé le premier à les phases. Donc on va considérer que tu es le taulier de l'aquaculture française. Si tu veux. En tant que taulier, quel est le conseil que tu donnerais à des jeunes qui voudraient démarrer? Alors c'est-à-dire, on va considérer 2 types de jeunes. On va considérer ceux qui veulent faire ça en tant qu'amateurs, parce qu'ils veulent juste rester chez eux et faire ça
comme dans une structure de club, parce que quelque part on a tous commencé avec les guppies à l'époque, les scalaires et tout ça, on a fait la même chose. Et après des jeunes qui voudraient suivre une voie un peu plus académique, c'est-à-dire passer peut-être par une formation scientifique et pour rejoindre une structure ou monter une structure aquacole. Alors pour un amateur, en fait c'est vrai que les amphiprions c'est les plus simples. Alors c'est les plus simples parce que ce sont les poissons qui ont les larvaires les plus courts. D'accord. C'est-à-dire qu'entre le moment où la larve éclot et le moment où il métamorphose, il va y avoir 6-7 jours. Donc c'est des larvaires courts, ça permet vraiment de se faire la main avant de commencer des espèces plus compliquées, plus complexes. Alors qu'en fait, on s'aperçoit par exemple sur le Pseudochromis friedmani maintenant, les larvaires est beaucoup plus long, mais comme on le connaît bien maintenant, c'est facile. Voilà, c'est facile. Après, au niveau, si vous voulez faire des formations académiques, vous avez les formations continues de l'université de Montpellier, vous avez Nancy, il y a Intecmer, il y a la Canourgue, il y a plein de lycées qui forment à l'aquaculture. Après, il faut acquérir un peu d'expérience. Oui. Parce que la littérature c'est bien joli, mais les poissons ne savent pas lire. Il faut mettre des bacs et y aller. Voilà. Donc il faut mettre des bacs, il faut mettre les mains dans l'eau et il faut maniper. Et c'est malheureux à dire, mais des fois il faut un peu casser du poisson pour comprendre comment ça marche. Et avoir des bons géniteurs, c'est ça aussi le secret. Des bons géniteurs. Alors des bons géniteurs, bien les nourrir, bien les chouchouter. C'est-à-dire que l'Artemia et les Mysis, c'est pas une bonne nourriture pour avoir des repros de qualité. On est d'accord. Voilà. En tout cas, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, on va essayer, on va continuer. Ça marche. Merci. Merci.